Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai business. Je suis Aline, coach business chez The Bee Boost et chaque semaine, avec ce podcast, je vous donne les stratégies, les conseils, les astuces et surtout l'énergie pour booster votre business et accélérer vos résultats. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans l'épisode numéro 99 du podcast Je peux pas, j'ai business. J'espère que vous allez vraiment le savourer parce que c'est notre dernier épisode à 2 chiffres et dès la prochaine fois on passe officiellement à un épisode à 3 chiffres, on passe à l'épisode numéro 100 donc je vais célébrer ça et j'espère que vous allez le célébrer aussi à votre manière de votre côté, non pas que je veuille que vous célébriez mon podcast, mais presque. Donc, au programme aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, je sais, vous plaît énormément, puisqu'on va parler de communauté engagée et plus précisément comment faire pour développer une communauté qui soit engagée autour de notre business, autour de notre projet. Et j'ai choisi de ne pas enregistrer cet épisode seul, puisqu'aujourd'hui j'ai un invité, et je dis bien un parce que c'est toujours une victoire pour moi d'avoir des hommes sur ce podcast. J'essaye quand même d'avoir un petit peu de présence masculine de temps en temps pour pas que ce soit trop girl power. Et aujourd'hui, on va accueillir Alexis du podcast que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Tribu Indé, qui est un podcast à destination des indépendants, des freelances. Si vous ne le connaissez pas, je vous conseille vraiment d'aller l'écouter. C'est un podcast qui est vraiment hyper qualitatif. Et du coup, Alexis vient de sortir un nouveau livre. Et à cette occasion, je lui ai demandé s'il était OK de venir enregistrer un épisode de podcast avec moi autour de cette thématique qui lui le passionne autant qu'elle me passionne moi, qui est la construction d'une communauté. Comment il a fait pour construire une communauté? Mais la communauté d'Alexis, c'est pire qu'une famille, quoi. Ils sont tellement soudés, c'est impressionnant. Et donc, il va venir nous donner toutes ces clés. Donc, dans cet épisode, vous allez apprendre 6 clés qui touchent à la fois le mindset, l'état d'esprit, mais aussi des astuces plus techniques et plus stratégiques pour développer votre communauté engagée. Et le but pour moi, c'est qu'à la fin de cet épisode, vous ayez une meilleure compréhension de ce que c'est déjà une communauté engagée et des idées précises, des pistes pour développer votre propre engagement de votre côté et construire une communauté autour de votre projet. Salut Alexis, comment vas-tu ? Salut Aline, écoute, ça va particulièrement bien en ce début d'année. Bah oui, je crois. Hein. Alors, on va pas faire attendre les gens qui nous écoutent. T'es en train de sortir ton livre. T'es en plein dans les précommandes et ça fait 3 jours et c'est déjà en train de cartonner. Enfin, t'es sur ton petit nuage d'adrénaline, c'est ça ? Exactement, on en parlait juste avant là, d'enregistrer cet épisode-là. C'est assez fou ce qui se passe. Effectivement, là, ça fait 3 jours du coup que le livre est sorti officiellement en précommande. Et je suis assez ému, touché de voir autant d'engagement pour un livre business qui parle de freelance. Je pense qu'il y a d'autres livres plus fun que ça, mais en tout cas, ouais, ça fonctionne super bien. Le livre était classé numéro 1 sur Amazon pendant 2 jours dans la catégorie Job et Carrière. Et c'était la 20e meilleure vente d'Amazon France, quoi. Donc, en fait, devant pas mal de gros romans, tous les livres de cuisine qui se vendent tout le temps hyper bien et tout. Donc je suis hyper touché. Je reçois plein de messages et c'est chouette. T'as dû le vivre avec le lancement de ta formation il y a quelques mois, mais c'est vraiment très chouette, quoi. Donc je suis hyper content. Tu vas voir, je vais avoir le sourire pendant tout l'épisode. Mais ça va s'entendre, j'en suis sûre. J'avais prévu qu'on en parle plutôt à la fin du podcast, mais pour ceux qui écouteront pas jusqu'à la fin, est-ce que tu peux juste dire en quelques mots le sujet de ton livre et où est-ce qu'on peut l'acheter ? Oui, bien sûr. Le livre s'appelle Freelance, l'aventure dont vous êtes le héros, aux éditions Erol. Donc, il est en précommande jusqu'au 14 janvier. Il sort officiellement le 14 janvier, donc on pourra le trouver dans toutes les bonnes librairies en France. Le parti pris que j'ai voulu prendre, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde parle de freelancing. Tous les acteurs de l'écosystème vantent le fait que c'est une nouvelle vague, c'est une nouvelle tendance qui arrive, etc. Et effectivement, en France, tu vois, c'est hyper simple en réalité, c'est hyper simple de créer un statut, de te lancer, de commencer à facturer. Pour le coup, il y a plein de défauts en France, mais l'administratif, quand on est freelance, est plutôt assez simple. Le problème, c'est que même si c'est simple de créer ton statut, en gros, le quotidien d'un freelance et d'un indépendant, il n'est pas du tout toujours aussi simple que ça. Tu vois, il y a plein de questions sur comment est-ce que tu sors du lot, comment tu trouves des clients qui te ressemblent, comment est-ce que tu construis une belle offre, comment est-ce que... Donc, c'est l'idée de partager plein de méthodes actionnables concrètes pour justement réussir à vivre de son activité,
gagner suffisamment d'argent pour vivre confortablement et puis aussi kiffer, profiter, s'épanouir. C'est quand même une super aventure. C'est d'ailleurs pour ça que je voulais absolument qu'il y ait le mot aventure dans ce titre parce que je pense que c'est une aventure juste incroyable que seuls les indépendants ou les futurs indépendants pourront comprendre. Ça a l'air génial. J'ai eu la chance de pouvoir lire le premier chapitre avant même que ça sorte, donc je suis trop contente. C'est top. Je mettrai évidemment le lien dans la description parce qu'en fait, quand le podcast sortira, ton livre sera officiellement dans les bacs des librairies et sur Amazon, etc. Donc, on mettra le lien pour que tout le monde puisse se ruer dessus. Et si jamais, c'était pas prévu, mais si jamais vous écoutez l'épisode et que vous avez commandé le livre après les précommandes, si vous m'envoyez un petit mail en disant que vous venez du podcast d'Aline, eh bien je vous offre les bonus qu'il y a en précommande, donc des bonus supplémentaires qu'on trouve pas pour le grand public, donc c'est cadeau, c'est pour moi. C'était pas prévu, je suis trop contente. C'est pas du tout prévu. Merci. Mais je suis en bonne forme, c'est pour ça. Mais je vois, écoute, je crois que l'adrénaline t'est un peu trop montée à la tête là. Mais Bon, du coup, Alexis, parlons un petit peu sérieux, parce qu'on a commencé à papoter tous les deux, mais en fait, il y a peut-être des gens, qui ne te connaissent pas. Mais déjà, tu es un mec, et je suis contente d'accueillir un mec sur mon podcast, ça change un petit peu. Tu es l'hôte du podcast Tribu Indé. Donc, alors moi, les derniers chiffres que j'ai, c'est genre à peu près 40 épisodes, un peu plus de 100 000 téléchargements. On est toujours dans ces eaux-là. Écoute, tu peux multiplier par 2 quasiment. Alors, tu multiplies par 2 le nombre d'écoutes. Et on est à peu près 56 épisodes au moment où on enregistre cet épisode-là. Donc, ouais, ça fait plus de 200 000 écoutes. Félicitations, génial. Ah ouais, j'avais vraiment des vieux chiffres datés. Alors, tu as commencé ton parcours en école de commerce, tu as fait des stages en cabinet de conseil, et comme tu l'expliques sur ton site, tu dis que c'est le parcours standard du freelance, etc. Et ensuite, tu as tout quitté pour devenir freelance en copywriting et accompagner tes clients en content marketing. Toi, tu es vraiment spécialisé dans la création de contenu. Ce qui m'a tout de suite plu avec ton profil, c'est ta simplicité sans chichi. Et je m'étais déjà fait cette remarque quand on s'était appelé une première fois, alors qu'en fait, tu aurais pu prendre le melon avec tout ce que tu as accompli déjà. Et ce qui m'impressionne le plus avec toi, c'est ton site internet avec la tête qui bouge quand on bouge la souris. Je trouve ça juste génial. Merci pour cette présentation et merci pour le site. Il faut remercier Alex Tourgis qui a l'initiative de cette idée-là. Moi, j'étais pas super chaud pour être honnête parce que encore une fois, ça recoupe avec ce que tu disais juste avant. Moi, je suis quelqu'un d'assez mine de rien assez timide. Tu vois, j'aime bien être un peu dans les coulisses. C'est pour ça que le podcast, j'adore parce que je suis derrière mon ordinateur et j'adore par exemple, tu vois, écrire des newsletters, etc. Donc c'est vrai que la tête, j'ai un peu hésité, mais au vu des nombreux retours que j'ai eus, des vidéos où les gens scrollaient, bougeaient la souris tout autour, je me suis dit que c'était effectivement une bonne idée, ouais. Mais en fait, c'est ringard, mais c'est tellement ringard que ça en devient drôle, quoi. Je pense que, si tu me permets de faire Vas-y. ce constat-là. Et j'invite tout le monde à aller juste sur la page d'accueil de ton site pour bouger la souris, parce que c'est juste... moi, je me rappelle, j'étais dans la voiture quand je faisais ça. Enfin, je conduisais pas, évidemment. Mais j'étais avec mon ordinateur sur les genoux et je me suis amusée pendant 10 minutes. Et ma petite sœur, elle regardait, elle disait « Mais qu'est-ce que tu fous ? C'est quoi ce site ?» Tu vois. Ouais, c'était l'idée de faire quelque chose un peu aussi différent. Je trouve qu'il y a beaucoup de sites qui se ressemblent, souvent des sites de contenu de créateurs, créatrices. Là, l'idée, c'était d'avoir à la fois sur les couleurs, sur l'organisation et puis sur les petites animations comme celle-ci, d'avoir un peu quelque chose de différent. Et on réserve pas mal de petites surprises sur 2021, j'en dis pas plus. Ah, j'ai trop envie de savoir maintenant. Est-ce que tu as des choses à rajouter par rapport à ta petite présentation ? Est-ce que je suis passée à côté de trucs hyper importants ? Écoute, non, c'était très clair. Moi, je me suis un fait qui peut être important, peut-être pour la suite aussi de ce qu'on va raconter. Moi, je me suis pas lancé juste après mes études. J'ai fait le choix déjà parce que à l'époque, quand j'étais en école, du coup, j'avais pas du tout, comme tu disais, j'ai fait des stages en audit et en conseil, j'avais pas du tout en ligne de mire le freelancing. Et du coup, moi, je suis parti d'abord dans l'écosystème startup. Donc en CDI, dans des jobs. Et c'est ce qui m'a permis aussi, à mon avis, d'accélérer, d'aller plus vite quand je me suis lancé en freelance, puisqu'aujourd'hui, mes clients freelance, tu vois, il y a la casquette créateur de Tribu Indé et de tout ce qui va avec. Et puis, il y a la casquette freelance, parce qu'il faut quand même bien gagner sa vie. Et tu vois, mes clients sont des startups. Et c'est parce qu'à mon avis, pendant 2-3 ans, j'ai pu explorer cet écosystème-là, que j'ai vraiment compris les problématiques de mes clients, les gros challenges, que j'ai pu, tu vois, rapidement facturer, avoir des premiers clients et puis enchaîner les missions comme ça. Voilà, c'était la petite... Est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais à des gens qui veulent se lancer dans le freelancing, de d'abord faire un petit saut salariat, soit en start-up, soit en entreprise, ou pas forcément ? Et tu vois, ça, je trouve que c'est une idée qu'on sous-estime beaucoup, mais ouais, moi, franchement, si je devais refaire, j'aurais refait la même chose, en sachant le bonheur que c'est d'être freelance aujourd'hui.
je serais quand même passé par cette case salarié, stage, alternance, peu importe. Pourquoi ? Parce que en fait, on oublie un truc, c'est que quand tu es freelance, tu as tes compétences, effectivement. Qu'est-ce que tu es capable de valoriser ? Qu'est-ce qui est monétisable ? Qu'est-ce qui a de la valeur pour tes clients ? Mais il y a aussi un aspect qui est hyper, à mon avis, important, et c'est un des gros points de différenciation avec d'autres freelances, et je le vois parce que c'est des retours que j'ai des clients, c'est qu'il y a un sujet sur est-ce que tu comprends vraiment comment fonctionne une entreprise, comment fonctionne un business. Tu vois, rien que par exemple si tu es graphiste et que je sais pas, que tu dois revoir une identité graphique ou tu revois le visuel d'un site internet, en fait, en comprenant tous les impacts que ça va avoir, pourquoi est-ce que c'est un vrai enjeu pour une entreprise, quelles sont les équipes qui vont être impliquées, comment est-ce que derrière ça va être décliné. Si déjà tu as une compréhension de ça parce que tu l'as vécu, tu l'as vu en entreprise, je trouve que tu peux faire preuve de beaucoup plus de persuasion, d'argumentation, de négociation que tu es en avant-vente. Et mine de rien, du coup, j'ai l'impression que tu parais plus professionnel versus, par exemple, si je reprends l'exemple du graphiste qui est focalisé juste sur ses compétences, il fait des super ou elle fait des super sites internet, mais elle comprend pas vraiment pourquoi l'impact business. Et donc, ça peut, par exemple, se ressentir sur des pricing. Donc ouais, moi, parfois, je me dis... Est-ce qu'il vaut mieux pas faire 1 an dans une entreprise, apprendre un maximum potentiellement dans une entreprise type client cible qu'on voudrait avoir quand on est indépendant, de se dire ok, pendant 1 an, j'apprends, en fait, je fais le rôle un peu d'une éponge où j'absorbe énormément de connaissances, j'essaie de comprendre un peu aussi les jeux politiques qui existent en entreprise, qui sont les décisionnaires, pourquoi eux, et puis quand tu es en entreprise, tu vas aussi passer des propositions commerciales de freelance, tu vois un peu les négociations, tu vois les discussions off, et de se dire pendant 1 an je fais ça, je prépare progressivement mon lancement, et puis quand je me lance, en fait je suis prêt parce que je comprends aussi comment fonctionne le monde du business de manière générale, quoi. Mais je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que quand tu as la compréhension du système derrière, des décisionnaires, des politiques d'entreprise et tout, tu te rends compte qu'en fait ton métier c'est pas que ton talent et ta compétence, mais plus tu comprends à qui parler, comment lui parler, etc., plus en fait tu gagnes effectivement en persuasion, mais même en expertise et en efficacité. Et puis un freelance efficace qui comprend tout, forcément on le rappelle et on le paye plus cher. Et en fait, c'est 1 an, et on se dit ouais, mais je vais faire 1 an dans une entreprise, etc. Sauf que après, tout dépend de la vision de chacun. Mais moi, je me dis, là, j'ai 27 ans. Je suis encore, normalement, si tout va bien, pendant un bon bout de temps dans le monde du business. C'est quoi 1 an à l'échelle même de 10 ans en tant qu'indépendant, de 10 ans en tant qu'entrepreneur ? En vrai, si ça peut... Enfin, moi, je pense vraiment, et je suis convaincu de ça, que ça m'a fait gagner mais des mois et des mois d'expérience, de tests, etc. Parce que, en fait, quand j'allais voir mes premiers clients start-up, je savais exactement ce qui se passait en coulisses. Je savais exactement ce qui se passait quand j'allais envoyer ma proposition commerciale, par qui ça allait passer. Et donc, tu vois, je pouvais court-circuiter, je pouvais anticiper certaines objections, etc. Parce qu'en fait, je l'avais vécu du côté du client que j'étais en entreprise, en fait. Et il me semble que tu nous as préparé 5 faits rigolos, anecdotes, choses à savoir sur toi. Est-ce que tu veux bien nous les partager ? Ouais, alors je vais essayer de faire court. Le premier fact, je pense que dont personne n'est au courant, mais c'est que j'ai failli mourir. Quoi ? J'ai failli mourir en faisant du snorkeling en Indonésie. En fait, on était en excursion dans les îles à côté de Komodo Island. C'est là où il y a les dragons de Komodo qui sont des gros lézards. Et il se trouve qu'il y a aussi des raies mantas géantes, les plus grosses raies mantas du monde. Donc c'est les trucs presque tout plats, etc. Et il se trouve qu'on commençait à faire un peu de snorkeling plongée. Et en fait, il y avait énormément de courant. Et donc le gros bateau déviait, donc il était avec son ancre, mais si tu veux, il tournait autour de l'ancre. Et donc nous, on était un peu déportés avec le courant, et on était au moins, je pense, à 150 voire 200 mètres du bateau. Ce qui est quand même en pleine mer, c'est un peu flippant. Et il se trouve que ces raies mantalas sont tellement énormes qu'en fait, elles ont une nageoire un peu comme un requin au-dessus. Et il se trouve que parfois, elles remontent à la surface, et donc en fait, de loin, tu vois juste l'aileron, et tu as l'impression potentiellement que c'est un requin. Et on était 4 à l'eau. Le reste des personnes avec nous étaient rentrées sur le bateau, et là j'entends un énorme shark, et là en fait t'es à 200 mètres du bateau, on te dit qu'en gros il y a un requin derrière toi, et là il se passe tout dans ta tête. T'as l'impression qu'en vrai c'est la fin, quoi. Donc là tu nages comme un malade, et tu te dis juste un truc, c'est tu regardes derrière toi en te disant est-ce qu'il y a des gens derrière moi ou pas, combien on est là encore à l'eau. Et c'est franchement un peu traumatisant sur le coup. J'en rigole et je souris maintenant. Je peux te dire que quand je suis remonté sur le bateau, j'étais un petit peu blanc, quoi.
Waouh. Ils sont aussi bien que ça, tes autres fun facts ou pas? Écoute, à toi de juger, tu me mettrais une note sur 10. Non, mais c'est ouf cette histoire, elle est incroyable. Ouais, j'ai pas mal flippé. Le deuxième est un peu plus sympa. Il faut savoir que je suis un grand enfant et que je suis un gros fan de Lego. Et donc je commence à avoir une petite collection petit à petit là, dans la maison. Donc ça, c'est mon... Quand je travaille pas, c'est mon petit kiff d'aller regarder un peu les dernières pépites et puis de m'offrir quelques Lego avec l'argent que je gagne. J'adore. L'autre fact, c'est que je suis extrêmement tête en l'air. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais à un endroit, que ce soit je vais dormir chez des potes, je vais en voyage, je fais par exemple, je suis retourné chez nos copains chez Shine pour tourner des bonus, et ben j'ai oublié des choses. À chaque fois que je vais en dehors de chez moi, je laisse des choses dans les lieux où je vais. Des vêtements, des affaires, des carnets, etc. Donc, si tu veux, il y a un peu d'Alexis Michela un peu partout dans le monde et surtout en France. Et ça, voilà. Et pourtant, si tu veux, je fais vraiment attention de rien avoir oublié, etc. C'est plus fort que moi. Sur le côté perso, je suis hyper tête en l'air. Alors qu'à côté, et c'est le 4e fact, je suis assez maniaque sur le plan pro. C'est-à-dire que, par exemple, à la fin de mes journées, j'aligne tous mes carnets sur mon bureau, tout est bien rangé, tout est en ordre. Donc, si tu veux, ça, entre ça et puis le côté tête en l'air perso, si tu veux, c'était une dissonance. Les carnets énorme. qui te restent, ils sont alignés. Les ceux carnets, que tu n'as pas exactement. oubliés. Ou ceux que je rachète chaque semaine. Ou ceux que tu rachètes. Et puis le dernier fun fact, on en a un peu parlé, mais c'est quand même... alors, c'est pas un fun fact, mais c'est, je trouve, un bel accomplissement. C'est que j'ai écrit mon premier livre... avant 30 ans, ce que je trouve assez chouette. C'est ouf. C'était pas dans mes objectifs, mais avec le recul, je commence à savourer ça et me dire que ouais, c'est quand même un bel accomplissement, quoi. C'est beaucoup de travail, mais c'est quand même... tu vois, on est tous les deux on partage beaucoup de contenu sur Internet, dans le digital, etc. Et je trouve ça assez fou de se dire, on revient à quelque chose d'un peu plus physique et d'avoir un livre papier. Je trouve qu'il y a une satisfaction personnelle. Quand j'ai reçu le premier exemplaire la semaine dernière, j'étais vraiment comme un gosse, quoi, en me disant voilà, ça c'est mon livre, c'est mon truc à moi, quoi. En fait, plus tu me parles de ton bouquin, plus je suis contente, genre comme si c'était moi qui l'avais écrit, tu sais. Enfin, attends, mais qui sait, d'ici quelques années, ce sera sûrement ton tour, non? Du coup, on va parler communauté, toi et moi, parce que je sais que c'est quelque chose qui est cher à ton cœur et en plus ton podcast s'appelle Tribu Indé. Est-ce que tu peux me donner, toi, ce que c'est ta définition d'une communauté engagée ? C'est une très bonne question pour démarrer. Moi, je te dirais qu'une communauté engagée, c'est déjà avant tout un groupe de personnes qui à la fois sont connectées entre eux, qui sont connectés autour d'un créateur ou d'une créatrice et qui surtout poursuivent le même objectif, qui se retrouvent et qui se rassemblent autour d'un intérêt commun et d'une vision commune. Ça, je te dirais que c'est ça la communauté engagée, et je pense que ouais, il faut à la fois un intérêt commun, en tout cas une cause X ou Y, on pourra reparler de nos 2 exemples respectifs, et puis surtout aussi un endroit pour communiquer, parce que sans endroit pour communiquer ou sans, je dirais, excuses, contenu pour créer de l'engagement et de la communication, en fait, t'as peut-être une communauté, mais en tout cas, elle n'est pas engagée. Donc, il y a vraiment ces 2 sujets, communauté et puis engagement. C'est une notion que tu avais en tête dès le début de ton activité de freelance. Tu t'es dit, je veux créer une communauté, je veux créer une tribu, ou c'est venu après ? Non, pas du tout. En fait, le podcast, il est venu... Je pourrais te raconter l'histoire. Je pourrais te dire, c'était au plus profond de moi de créer un podcast, de discuter avec les gens, de créer une communauté engagée. En vrai, la réalité, c'est que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus égoïste pour le coup. Moi, j'ai lancé le podcast après m'être lancé vraiment en freelance. En gros, moi, je suis freelance depuis 2017. J'ai toujours fait du freelancing, tu vois, à côté de mes jobs, etc. Mais en gros, je me lance vraiment dans le grand bain à temps plein en décembre 2018, janvier 2019. Et tu vois, le podcast est arrivé en mars-avril 2019, donc quelques mois après, parce que je voulais, tu vois, prendre du knowledge, aller me confronter à des indépendants qui étaient plus expérimentés que moi. Et donc, j'ai d'abord fait ce podcast-là parce que je voulais apprendre concrètement, moi, plus de choses. Et en fait, les questions que je posais, je les appliquais directement, tu vois, la semaine suivante, je testais des choses avec mes clients. Donc, initialement, si tu veux, j'ai pas fait ce projet en me disant je veux créer une communauté, je veux être vu comme quelqu'un qui a créé une communauté, je veux gagner la notoriété, etc. C'est plus, je me suis dit, moi j'ai un besoin, peut-être que je suis pas le seul, je vais créer ça. Et puis en fait, la communauté
est plus une conséquence de ce que j'ai pu créer, mais c'était pas l'objectif initial. Et c'est pour ça que, tu vois, je teste encore plein de choses. J'ai pas un plan de bataille qui est hyper précis tout le temps parce que c'était pas initialement le premier objectif, en tout cas, tu vois. Ça l'est aujourd'hui, mais ça l'était pas en tout cas au démarrage, ouais. Du coup, la question qui me vient, qui n'était pas du tout prévue, c'est en même temps, est-ce que créer une grosse communauté comme tu as, comme moi je peux commencer à avoir aussi, est-ce que c'est quelque chose qui se prévoit ? Je suis pas sûre, tu vois. Ouais, en vrai, je pense pas. Et d'ailleurs, grosse communauté veut pas dire belle communauté, tu vois. Et j'en parlais d'ailleurs avec mon éditeur qui a édité d'autres livres avec des personnes qui ont des plus grosses communautés. Et il était assez surpris, il me disait c'est assez dingue le niveau d'engagement que tu peux avoir sur ta communauté. Et je lui disais, moi en vrai j'ai pas la plus grosse communauté, mais effectivement moi mon but du jeu c'est pas d'avoir c'est pas d'avoir les plus gros chiffres, c'est juste d'avoir des gens qui sont ultra engagés, avec qui en fait j'ai des vraies conversations. Avec qui j'ai des vrais échanges et avec qui je peux vraiment apporter quelque chose. Moi ça m'intéresse, tu vois, j'en parlais avec un ami qu'on a en commun. Moi ça m'intéresse pas par exemple de remplir un stade et de parler et de jouer un peu au gourou. Ça c'est pas du tout moi, tu vois. Moi je préfère aider un petit groupe de personnes, être un peu dans l'ombre et tout. Tu vois, par exemple, c'est pour ça qu'Instagram est arrivé 1 an et demi après le podcast. C'était il y a quelques mois, c'était la première fois de ma vie que je faisais des stories sur Instagram et que je me montrais un petit peu plus que sur l'avant du projet. Donc je pense que ça dépend aussi beaucoup des gens, tu vois. Parfois c'est assez inné, les gens ont un truc qui fait qu'ils arrivent à agréger une communauté assez facilement et du coup elle grossit en fait par toutes les actions qui sont menées. Mais effectivement ouais, je pense que ça se prévoit pas. En tout cas, je connais peu de personnes qui, avec le recul, qui avaient ce discours de ouais, c'était prévu dès le début et voilà ce qu'on a fait pour la faire grossir, quoi. On va sortir un petit peu du format interview et on a préparé cet épisode où chacun de nous va apporter 3 clés, donc ça fait 6 clés au total, à donner aux auditeurs sur comment est-ce qu'on construit une communauté engagée, même si on vient de le dire et je partage ton opinion, je pense que la communauté, il y a une partie qu'on peut maîtriser avec des techniques, des stratégies comme celles qu'on va partager, mais il y a aussi une partie qui appartient à la fameuse communauté, qui appartient aux personnes extérieures à nous, que là, on ne contrôle pas. Donc, on ne peut pas dire, voici la recette secrète pour avoir une communauté engagée, suivez ces 6 clés, et dans 10 jours, vous allez avoir 15 000 abonnés sur Instagram. Non, c'est pas ça qu'on est en train de dire. C'est surtout ce qui a fonctionné pour nous, ce qu'on aime faire, et avec le recul, les leçons qu'on a tirées de nos communautés précises. T'es d'accord avec cette intro ? Complètement d'accord. Il y a un truc, et ça va être en plus la bonne transition pour la clé numéro 1, mais je pense qu'il faut qu'on sorte de ce côté un peu manipulation, on peut contrôler les gens, on peut leur faire dire ce qu'ils veulent, etc. La réalité, c'est que les gens ont le choix, et même un leader de communauté, même un créateur, une créatrice, si tu veux, ne peut pas imposer à quelqu'un d'aller suivre ce contenu-là, etc. La réalité, c'est que les gens ont le choix, et c'est d'ailleurs un truc incroyable, c'est que les gens ont le choix de choisir pour quelle cause ils ont envie de s'engager, vers quel créateur ou créatrice ils ont envie de partager plus de choses que d'autres. Et ça il faut bien l'avoir en tête. Effectivement, on ne maîtrise pas tout, on a beau mettre en place toutes les bonnes méthodes, il y a des choses aussi qui arrivent aussi sans qu'on les prévoie, positives comme négatives d'ailleurs. Totalement. Amen. Preach. Est-ce que tu veux commencer sur la clé numéro 1 ou pas ? Ben oui, vas-y, à toi l'honneur. Eh ben écoute, moi en première clé, ce que je me suis noté, c'était de trouver un moyen de challenger le statu quo. En gros, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est pour avoir, à mon avis, aujourd'hui une communauté qui soit engagée, et je parle pas de taille, mais juste d'engagement, qui soit réceptive au message, à ce qu'on peut raconter. Je pense qu'il y a un vrai travail à faire et c'est très lié au positionnement, de se dire sur quoi j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice. Est-ce qu'il y a des choses qui me révoltent, entre guillemets ? Est-ce qu'il y a des choses que je comprends pas, que j'ai envie de combattre avec des gros guillemets ? Non, l'idée, c'est pas non plus de partir en guérilla, attention. Mais est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles j'ai des points d'opposition qui sont marqués et que je pourrais mettre en avant, justement, pour avoir un discours, un positionnement qui soit différent, différenciant et qui soit marqué par rapport à ce qui peut exister aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, ça suffit plus trop de juste se dire bah tiens, j'ai envie de parler de ce sujet-là et puis on verra globalement qui va s'intéresser à ça, parce qu'il y a déjà beaucoup de communautés, qu'en fait c'est aussi plus difficile de sortir du lot quand on n'a pas quelque chose de vraiment différent, qui est vraiment profond.
Et ça, c'était un vrai sujet, tu vois. On pourra peut-être en parler, mais moi, c'était vraiment la réflexion que j'ai eue, en tout cas, quand j'ai commencé à créer Tribu Indé. Sur les premières semaines, une fois que j'avais fait, tu vois, 5-6 épisodes, je me suis vraiment reposé sur, ok, en fait, qu'est-ce que j'ai vraiment envie d'apporter avec ce podcast-là, de différent par rapport à ce qui existait à l'époque, quoi. Je suis totalement d'accord avec ça, de se dire, en fait, c'est vraiment cette histoire de dire, je vais prendre un positionnement et je vais construire ma communauté autour d'un positionnement, parce que tu réunis des gens, pas que autour de ta personne, tu réunis des gens autour d'une idée, autour d'un message, autour d'une attitude. Et toi, du coup, c'était quoi le tien ? Mais moi, tu vois, je me suis dit, il y en a qui essayent trop de jouer, tu vois, de mettre en avant des raccourcis, des méthodes miracles, des hacks, des tactiques, etc. Alors qu'en fait, moi qui suis freelance, je sais pertinemment que ça marche pas comme ça. Que c'est pas juste en répliquant des recettes magiques, d'avoir de l'automatisation dans tous les sens et de promettre la lune et de dire bah oui, tu vas devenir freelance, tu vas gagner 10 000 euros par mois en partant de zéro, sans compétences, sans rien. En fait, c'est pas vrai, tu vois. C'est pas vrai et moi, ça me révolte profondément. Quand je lis ça, quand je vois ça sur YouTube, dans les publicités, etc., je suis sûr que tu en as déjà reçu. Salut à toi, jeune. Non, mais c'est un peu ça. Et t'en as eu quand même beaucoup sur la partie freelancing. Et moi, ça me rendait dingue parce que moi qui étais freelance, je savais que ça marchait pas comme ça. Et donc, les discours qui étaient donnés, je savais que c'était pas la réalité. C'était pas la réalité parce que j'étais dans le jeu du freelance. Et donc, ça, c'était le premier enjeu de me dire il y a une autre alternative. On peut parler de freelancing, on peut parler de choses sexy, sans parler de tactique, de petits hacks un peu à la con. Et on peut avoir des choses beaucoup plus structurelles, beaucoup plus intemporelles, parfois un peu plus business, tu vois. Et ça, c'était vraiment l'angle de me dire, avec Tribu Indé, on va parler des vraies choses. Et c'est pour ça que, tu vois, je suis allé interroger des vrais freelances, en chair et en os, tu vois, qui facturent, qui travaillent et qui étaient capables de ne pas me mettre une couche de storytelling, mais que j'étais capable de challenger au maximum, parce qu'encore une fois, j'étais dans le game du freelancing, et de les challenger pour en sortir vraiment des vraies clés, quoi. Et pas juste des petits trucs comme ça sortis de mon chapeau, mais des choses qui existent et qui ont surtout fonctionné. Là, je te fais la version longue, mais c'était ça un peu le positionnement de Tribu Indé. Et ça l'est toujours d'ailleurs aujourd'hui, hein. C'est toujours le même d'ailleurs 2 ans après, tu vois. Tellement d'accord avec toi. Toi, tu avais un positionnement, tu avais déjà réfléchi un peu à ce sujet de statu quo ou pas ? Oui, en fait, dès le début, sur le moment, je me disais pas c'est mon positionnement, c'est mon statu quo. J'étais dans cette notion de me dire j'ai envie de parler d'entrepreneuriat en rigolant, en fait, de manière humoristique et en dédramatisant le truc. Et en fait, le mot dédramatiser, c'est resté collé à The Beboost, mais de rendre les trucs plus faciles, de dire vas-y, on pète un coup, on saute les balais de partout là, et puis les manches à balais, et puis on y va, on relativise. Du coup, la deuxième clé, et c'est très bien parce que ça rebondit comme si c'était fait exprès sur la première. Je pense qu'une des clés pour construire une communauté engagée, c'est de savoir donner avant de recevoir. Et je vois trop de personnes qui se préparent pas assez bien, comme tu le disais, et qui se disent « Moi, je vais avoir une communauté pour aider les gens, mais le vrai besoin derrière, c'est qu'ils ont besoin d'être aimés, ils ont envie que des gens leur parlent, ils ont envie de recevoir des compliments, etc. » Et évidemment, je sais pas quelle est ta relation avec ton ego et ta communauté. Personnellement, je vais pas mentir, moi ça me fait toujours très plaisir de recevoir plein de compliments, d'avoir plein de gens, d'avoir des gros chiffres sur Instagram. Enfin, je peux pas dire que je m'en fous, tu vois. Évidemment que ça me fait plaisir, on va être honnête un instant. Mais il faut pas commencer dans cet état d'esprit-là parce que c'est très dur au début de construire une communauté. Au début, tu vas galérer, tu vas avoir peut-être 3 personnes avec qui tu parles tous les jours, mais seulement 3 personnes pendant très longtemps. Et si dès le début, t'es en attente que quelqu'un te donne quelque chose, plutôt que d'être dans cet état d'esprit où toi tu veux donner, tu veux partager, quel que soit le retour en face, là je pense ça peut pas fonctionner. Et dès le début, avec The Beboost, moi j'étais en mode, je m'en fous si c'est une personne ou 50 000 qui lisent mon article de blog, j'ai juste envie d'écrire pour cette personne-là. Ou même pour moi, j'écrivais des trucs pour moi. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que ça a fonctionné. Le fait de faire les choses pour moi sans rien attendre. Et du coup, il n'y avait pas cette énergie de je suis là pour vous prendre votre like, vous prendre votre commentaire, vous prendre votre abonnement. Et en fait, parce que si tu veux créer une communauté en disant j'ai envie d'être connu, d'avoir de la notoriété, en fait, il y a 95% de chances qu'au bout de 3 mois, ça ne fonctionne pas parce qu'il faut accepter potentiellement que ça va prendre plus de temps que prévu pour certains et certaines. Et que si tu te rattaches à ça, en fait, tu n'as pas le carburant qui est la notoriété, etc. Ce n'est pas un carburant qui est suffisamment profond
pour te faire continuer même dans les moments de doute, tu vois. Si par exemple, tu vois, tu prends le livre, si je m'étais dit, je fais ce livre-là parce que je sais pas, j'ai envie de, je vais trop aimer faire des dédicaces et signer des livres, en vrai, j'aurais abandonné, tu vois, Mais parce que j'avais un objectif plus profond, j'avais une vision beaucoup plus long terme, et bah même dans les moments de doute, et c'est ce qui arrive quand on crée des communautés, quand on crée du contenu, bah parfois il y a des choses qui marchent pas, il y a pas d'interaction, donc on teste, on reteste. Bah dans ces moments de doute, t'oublies jamais, tu vois, ta petite étoile du Nord, ta vision un peu plus long terme et tes objectifs que tu t'es fixés qui te permettent de dire ok, là c'est un petit moment, c'est un peu le creux, mais je suis confiant parce que chaque jour j'avance vers les objectifs que je me suis donné avec ce projet là par exemple. Donc vraiment d'être animé par quelque chose de plus profond que juste notre ego, même si encore une fois on n'est pas je ne suis pas une mère Teresa, évidemment que j'aime avoir des abonnés, des likes, bien des sûr. Commentaires, on va pas se mentir, tu vois. Bien sûr, c'est clair. La clé numéro 3, pardon. Moi, il y a un truc que je répète souvent, qui paraît hyper simple, mais pourtant, en vrai, qui est pas toujours faite, ou en tout cas pas toujours bien faite, c'est simplement le fait de créer de la conversation. Et quand je parle de créer de la conversation, c'est d'abord créer de la conversation individuelle, puis collective. Et c'est pas une question de taille d'audience, parce que généralement, la première objection que j'ai, et donc peut-être que les gens qui nous écoutent sont en train de se dire ça, c'est oui, mais c'est facile, toi tu as déjà une communauté et donc tu as forcément des conversations. Au démarrage, il y avait 10 personnes. Mais ces 10 personnes-là, je les ai contactées un par un. Pour leur demander, ok, pourquoi est-ce que tu t'es inscrit à la newsletter, comment est-ce que tu es tombé sur le compte, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, depuis quand tu t'es lancé, c'est quoi un peu qu'est-ce que tu consommes comme autre contenu, qui sont les créateurs qui t'inspirent, c'est quoi tes problématiques en ce moment, et donc de créer des vraies conversations. Et là, c'est le côté, je dirais, le moins scalable de la gestion d'une communauté. Mais moi, tu vois, même 2 ans après, je tiens encore à répondre à tous les mails que je reçois, et je crois que toi aussi, à tous les commentaires, etc. Et parce que, en fait, j'en apprends énormément sur ma communauté. Au-delà d'avoir des chiffres, comme tu disais, tu vois, d'avoir X milliers de personnes, dizaines de milliers de personnes sur Insta, de faire X milliers d'écoutes sur les podcasts, ça, c'est chouette. Effectivement, ça flatte l'ego et ça nous pousse à continuer de faire ça. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi profondément, c'est de comprendre qui sont vraiment les personnes derrière la communauté de Tribu Indé. Tu vois, c'est quoi le profil psychologique ? Est-ce que c'est des gens qui ont envie d'aller chercher un peu la bonne information, qui ont envie de progresser ? Est-ce que c'est que des gens qui sont dans le digital ? Comment est-ce qu'on a cette information-là ? Il n'y a pas de secret. C'est à chaque fois que je reçois des messages, donc déjà quand je reçois des messages entrants, j'essaie d'aller plus loin que juste le merci c'est sympa et de créer la conversation, de demander un peu qui sont ces personnes-là, les projets en cours, etc. Et au démarrage, quand j'avais pas forcément cet engagement-là, et ben en fait je prenais tous les gens qui repartageaient de temps en temps le podcast, qui posaient des likes à droite à gauche, qui s'inscrivaient à la newsletter, j'ai contacté quasiment tous pour créer de la conversation et pour mieux connaître la communauté et pouvoir derrière en fait créer les meilleurs contenus possibles qui les intéressent à la fois eux et qui puissent aussi les faire progresser. En gros, offrir aux gens ce qu'ils veulent vraiment. Donc si on doit décortiquer cette clé numéro 3 en petites actions que les auditeurs peuvent mettre en application, c'est vraiment quand vous avez quelqu'un qui s'abonne à vous, qui vous fait un compliment, qui repartage un de vos contenus, engager la conversation, pas juste dire merci. Et merci, qu'est-ce qui t'amène par ici, comment ça va, qu'est-ce que tu fais, c'est quoi tes projets en ce moment, et engager du coup cette conversation. Yes. Et quand tu parlais après de conversation individuelle, donc c'était ça, puis conversation collective, comment tu le traduis ? Là, par exemple, tu vois, par exemple, sur le livre, tu vois, j'ai créé une sorte de micro-communauté dans la communauté Tribu Indé qui m'a accompagné sur toute l'aventure et les coulisses du livre. Un autre exemple, c'est qu'avec Rémi Rivas, on a créé une sorte de mini-cours gratuit qui s'appelle le mode d'emploi pour les freelances. Et aujourd'hui, tu vois, c'est un groupe WhatsApp où il y a à peu près 250 personnes, plus ou moins à chaque fois, qui viennent, qui repartent. Et ça, c'est un groupe, aujourd'hui, c'est vu comme la machine à café de ces 250 personnes-là, qui viennent de temps en temps, qui disent un bonjour, qui posent des questions, etc. Et donc là, en fait, tu vois, tu crées un endroit aussi que la communauté peut s'approprier, dans lequel tu n'es pas forcément tout le temps moteur, tu vois. Tu n'es pas tout le temps acteur. Et moi, je suis très, très peu présent, alors sauf là avec le livre, etc. Mais je suis très, très peu présent dans ce groupe WhatsApp-là, parce que les gens se sont sentis suffisamment en confiance pour partager et créer de la conversation entre eux, tu vois. C'est pas que la conversation descendante-ascendante entre le créateur et puis de l'individu, mais aussi ce qui est intéressant, c'est que tu crées de la conversation entre les personnes d'une même communauté. Ça, c'est hyper fort, tu vois. J'adore, et on n'en a pas parlé, c'est vrai, mais effectivement, dans la notion de communauté, c'est pas juste quelque chose de vertical, mais c'est quelque chose d'horizontal où dans la communauté, il faut que les gens interagissent entre eux aussi, et pas seulement toi avec eux et eux avec toi, quoi. Mais ouais, effectivement. Là, tu atteins, je trouve,
une notion de communauté qui est extrêmement intéressante. Quand les personnes, par exemple, s'entraident entre elles, il y a une perception et il y a une valeur que les gens retirent inconsciente de ce qu'a pu t'apporter Tribu Indé, Beboost, etc., qui dépasse simplement le fait de juste créer du contenu, etc. Mais là, si tu veux, t'as un attachement presque émotionnel à la communauté qui est assez fou, quoi. Mais pour ça, il faut effectivement créer de la conversation. Ouais. Et puis parce que du coup, les personnes peuvent se l'approprier parce que tu leur donnes l'occasion de s'approprier ta marque, ton projet, le reste de la communauté, etc. Clé numéro 4, c'est d'utiliser les outils d'engagement qui sont à notre disposition. Donc on parlait de créer une conversation individuelle puis une conversation collective. Et je pense que pour ça, en fait, les réseaux sociaux, ils le savent. Et ils nous ont donné tous les outils à notre disposition pour le faire. On a les messages privés, on a les stories Instagram avec les petits stickers questions, les petits stickers oui, non, les sondages, les choses comme ça. Et je vois encore trop de personnes qui n'en usent pas assez. Pour moi, il faut en abuser de ces outils-là. Ils sont là pour ça, ils sont là pour créer de l'engagement, pour que la communauté interagisse de la manière la plus simple possible avec nous. Donc, je dis pas qu'il faut faire un sondage par jour, mais quasiment. Et du coup, j'ai une question pour toi, parce que je la reçois souvent. C'est, Aline, moi, j'utilise souvent le stickers question, mais en fait, personne me répond. Qu'est-ce que toi, tu pourrais dire à ces personnes-là ? Ah, c'est une bonne question. C'est vrai que moi, typiquement, j'utilise pas suffisamment les stickers questions. Moi, je dirais, il faut revenir une étape en arrière et utiliser un biais psychologique qui est très connu, qui s'appelle le biais de cohérence. Demander à des gens de poser des questions ou d'écrire des textes dans les blocs, ça demande déjà un travail où il faut que tu prennes la personne au bon moment, qu'elle se dise « Ok, je vais passer 30 secondes à répondre, etc. » Et je trouve qu'avant ça, il y a plein de petites étapes que tu peux faire, par exemple les sliders que tu peux avoir sur Instagram, les sondages oui, non, etc., qui demandent en fait quasiment 3-4 secondes de réflexion, même pas. Et en fait, à partir du moment où des personnes vont interagir de manière extrêmement simple, avec le moins de barrières possibles, le moins de friction possible, une fois que tu poseras des questions, c'est évident que des personnes qui ont répondu, qui ont interagi régulièrement avec des sondages beaucoup plus simples, des oui-non, des curseurs, etc., seront beaucoup plus à même du coup de t'aider en répondant à tes questions. Ça, c'est le premier sujet. En tout cas, moi, je le vois, les personnes qui sont les plus actives quand je pose des questions, etc., c'est généralement des personnes qui commentent les stories que je fais, jouent sur les sliders le matin, etc., etc. Donc ça, c'est le premier sujet. Après, le deuxième sujet, si c'est par exemple sur un sujet précis, libre à toi aussi de poser tes propres questions, tu vois, et de commencer à créer de l'interaction. Beaucoup le font, c'est un secret pour personne. Je pense que si tu as envie de le faire dès le démarrage et que tu n'as pas beaucoup d'audience et que tu n'as pas beaucoup d'engagement, essaye parce que tu auras créé la conversation avec des personnes, tu connais exactement les questions qu'elles peuvent se poser, et donc en fait tu peux les devancer en posant aussi typiquement ces questions. Je pense que c'est aussi une bonne manière de faire, à mon avis. S'il y a des auditeurs là, qui en ce moment nous écoutent et se disent moi j'utilise les stickers questions mais j'ai personne qui me répond ou quasiment personne, effectivement j'aurais tendance à dire la même chose que toi, c'est qu'on leur demande déjà trop, parce que quelqu'un qui marque la réponse, effectivement ça prend du temps, et deux, il y a un côté moins anonyme que quand tu coches le oui-non sur un sondage Instagram, etc. Donc c'est très subtil, mais il y a un effet de je m'expose en répondant aux stickers questions d'un créateur, d'une personne sur Instagram. Donc revenir un peu en arrière, revenir sur la conversation individuelle en MP avec les gens et revenir sur juste les outils anonymes entre gros guillemets, quoi. Non, c'est clair. Écoute, la clé numéro 5, moi j'ai un truc que j'aime bien, que j'ai toujours essayé de faire et que j'ai envie de continuer le plus longtemps possible, c'est de montrer l'exemple et partager les coulisses. Et je pense que tu vois, cette notion de montrer l'exemple, je pense qu'elle est extrêmement importante, parce que tu vois, souvent on pense qu'il faut être hyper charismatique, il faut ne pas être timide, il faut être très très confiant quand tu veux créer une communauté. En vrai, la réalité, c'est que c'est pas le cas, et je pense que c'est plutôt ça, tu vois, c'est des compétences qui se développent avec le temps, tu prends confiance parce que tu t'exposes, etc. Mais en revanche, il y a un truc qui, à mon avis, c'est une sorte de socle indispensable, c'est comment est-ce que tu fais pour montrer l'exemple ? Comment est-ce que tu montres que tu es crédible pour prendre le positionnement que tu prends avec cette communauté-là, et que tu es crédible pour partager les sujets que tu es en train de partager. Tu vois, aujourd'hui, si j'en sais rien, je te parle de cuisine, pas sûr d'être le plus crédible compte tenu de mon niveau culinaire. Je sais pas, peut-être que tu cuisines très bien. Non, je te le confirme. Et du coup, tu vois, il y a un sujet vraiment important, c'est de se dire pourquoi est-ce que les gens me feraient confiance ?
c'est quoi mon niveau de crédibilité sur ce sujet-là, et si j'ai pas forcément ce niveau de crédibilité, qu'est-ce que je peux mettre en place maintenant pour justement gagner en crédibilité. Et par exemple, tu vois, Tribu Indé, c'est ça. C'est que je pense que la communauté aurait pas été aussi engagée dès le démarrage si moi-même, par exemple, j'avais pas été freelance. Et que j'avais été, par exemple, je sais pas, un créateur ou un formateur qui, en fait, avait jamais mis les pieds ou avait mis les pieds peut-être 1 ou 2 fois chez un client et qui, du coup, a des sortes d'approximations. Parce qu'en fait, et c'est généralement ce qui revient, par exemple, sur le podcast, c'est que les questions que je pose, les gens me disent souvent « Ah, c'est marrant, quand ton invité a répondu ça, j'avais envie de lui poser cette question-là. » Et en fait, tu lui as posé directement la question. Et ce truc-là, en fait, ça inconsciemment, ça dope la crédibilité du créateur ou de la créatrice parce que t'es dans le même jeu que la communauté, tu comprends exactement tu vois, t'as les mêmes challenges, t'as les mêmes problématiques. En tout cas, au démarrage, je pense que c'est bien de montrer l'exemple. Et puis le deuxième sujet qui était de partager les coulisses. Et l'idée, c'est on peut partager les coulisses sans montrer tous ces chiffres. Je sais que toi, tu l'as fait aussi pour ton lancement et je pense que ça a une énorme valeur. Par exemple, sur ce que je gagne chaque mois, je trouve ça moins pertinent et surtout moins actionnable que par exemple si je dis plutôt voilà, je suis parti j'avais un taux journalier de X en 2019 et puis aujourd'hui je suis à ça et voilà l'évolution. Mais donc on n'est pas obligé juste de balancer les chiffres, ça peut être aussi montrer les coulisses de qu'est-ce que tu es en train de créer, pourquoi tu le crées, les questions que tu te poses, les doutes que tu peux avoir aussi, rajouter un peu plus d'émotion. Moi je le vois, les newsletters qui fonctionnent le plus et pour lesquels j'ai le plus de réponses par exemple, c'est les newsletters où à chaque fois avant d'appuyer sur le bouton envoyer, je me dis je suis peut-être allé un peu trop loin, j'ai peut-être donné un petit peu trop de moi, c'est peut-être un peu trop perso. Comme par hasard, c'est à chaque fois les newsletters qui fonctionnent le mieux. C'est ce qu'on disait un petit peu en off tout à l'heure, le côté, mais qu'on a tous un petit peu... Attends, c'est quoi le terme déjà ? Voyeurisme ? Non. Voyeurisme, c'est ça. On a envie de savoir ce qui se passe derrière une réussite ou derrière un profil, derrière une personne. Enfin, montrer les coulisses ne veut pas dire forcément partager des chiffres. Je sais que les chiffres de mon lancement, je les ai partagés, mais c'est la seule et unique fois où j'ai partagé des chiffres sur mon business. Personne ne sait combien je gagne à l'année, personne ne sait exactement combien j'ai de clients, combien ils m'ont payé, etc. Parce qu'à un moment, ça servait ma stratégie à un moment T, et puis j'avais envie de briser un plafond de verre en montrant, même dans la francophonie, on peut faire des gros lancements. Mais je ne serais pas du genre à partager tous les mois ce que je gagne. J'ai rien contre les personnes qui le font, je trouve ça très intéressant. Moi, je ne vois pas la valeur ajoutée de faire ça pour ma communauté, quoi. Je te rejoins et il y a plein de manières de faire. En plus, pour le coup, moi je l'ai compris avec peut-être un peu tard, mais en tout cas maintenant je suis sur Instagram. Mais la puissance des stories, de montrer un peu, ok, là je travaille là-dessus, là je vais enregistrer telle chose, là je me pose telle question, je suis en train de créer tel contenu, qu'est-ce que vous en pensez ? Hop, là c'est le moment de faire des sondages, etc., d'engager la communauté. Et puis ça crée un peu d'attente, tu vois. En copywriting, on appelle ça le value prism. En montrant les coulisses, par exemple, ce que j'ai fait avec le livre. Pendant plusieurs mois, j'ai teasé, j'ai expliqué ce qui se passait, les rebondissements, que là je galérais, que là ça allait mieux, je montrais quelques photos, etc. Ce qui en fait crée de l'attente, montre aussi que tu passes du temps, que de l'énergie, que voilà, c'est un truc que tu fais, que tu prends vraiment à cœur. Ce qui fait que quand tu sors ces contenus-là, en fait les gens sont préparés à voir ce qui va arriver et donc ça a beaucoup plus de valeur et du coup forcément tu as aussi beaucoup plus d'engagement au moment de la sortie, tu vois. La clé c'est avoir les compétences, tu vois, montrer l'exemple et donc montrer que tu es légitime pour parler de ce sujet-là et avoir la bonne attitude. Il y a plein de niveaux d'attitude. Moi, effectivement, j'ai essayé de prendre plutôt, tu vois, une attitude de passeur d'informations au démarrage avec le podcast. Là, ça commence à évoluer puisqu'il y a un livre, etc. Mais d'avoir plutôt une attitude de recul, de pas forcément me mettre trop en avant parce que ça fait partie de moi, de ma personnalité. Mais donc, il y a autant de manières de créer une communauté qu'il y a de personnalités. Tu vois, il y en a qui préfèrent plus se mettre en avant, qui sont plus dynamiques. Il y en a qui sont plus cérébraux, je sais pas trop comment on dit, mais tu m'as compris. Ça aussi, c'est important de se dire quelle attitude j'ai envie d'avoir face à cette communauté-là. Parce que la réalité, c'est que tu choisis de montrer aussi. On n'est pas sur la télé-réalité, quoi. C'est-à-dire, tu as quand même le contrôle sur ton image. Il n'y a pas des caméras H24 qui ensuite décident qu'est-ce qu'ils ont envie de montrer ou pas. Donc, tu es aussi dans le contrôle et tu peux, à toi de réfléchir aussi sur ce que tu as vraiment envie de montrer, des choses que tu n'as pas envie de montrer, et donc de te créer aussi l'attitude que tu as envie de partager, si tu veux, publiquement, quoi. Et du coup, j'avais envie de rebondir sur quelque chose que tu as dit, parce que je connais mon audience et je sais ce qu'ils vont me répondre. Quand tu dis il faut montrer l'exemple et que, par exemple, on ne peut pas parler de freelancing si soi-même on est un freelance et qu'on n'arrive pas à vivre de notre activité, etc. Il y a plein de personnes qui vont se dire « Oui, mais attends, Aline, Alexis, moi je ne suis pas légitime, j'ai encore rien fait, je débute tout juste, etc. » Est-ce que ça veut dire que je ne peux pas commencer de communauté ? Si, on peut commencer une communauté. En revanche,
il faut pas jouer un jeu qui n'est pas le nôtre. C'est-à-dire que si tu crées ta communauté, par exemple, que tu viens de te lancer et que, je sais pas, tu as envie de parler de freelancing. Mettons que tu as envie de parler de freelancing, mais tu viens de commencer. Tu peux pas avoir des promesses en disant en gros, je vais t'apprendre à vivre de ton activité si toi-même, t'as pas franchi ce palier-là. Parce que soit tu vas avoir des conseils qui sont hyper lambda que tu vas retrouver partout. Et donc, en fait, pourquoi est-ce que les gens s'intéresseraient à ce que tu fais s'ils peuvent trouver l'information ailleurs? Et c'est intéressant parce que les gens qui suivent le podcast vraiment depuis le début sur Tribu Indé, ils me disent, mais c'est intéressant parce que les questions que tu poses, les invités que tu as, etc., c'est intéressant parce que si on regarde vraiment tout et on suit un petit peu tout ce que tu fais, ça suit exactement ta courbe de progression et ton aventure et les idées, les projets que tu as envie de mener. Et donc, si tu es au démarrage de ton aventure, assume le fait d'être au démarrage et du coup, fais-en presque un argument de positionnement en fait, en disant voilà, je suis au début, je vais partager les coulisses. C'est d'ailleurs, il y a eu un podcast, je crois, qui s'appelle Une grande aventure ou La grande aventure d'une freelance en social media qui démarre son podcast en disant je viens de poser ma démission. Toutes les semaines, je vais vous partager les coulisses. Et donc, j'accepte de pas tout savoir. Je vais pas vous donner des méthodes parce que en fait, je suis au démarrage. Mais du coup, je vais vous partager les coulisses. Donc, en fait, c'est aussi une notion de positionnement. Ça sert à rien de se positionner comme un expert, quelqu'un qui a vécu, alors que en fait, tu es au démarrage. Parce que ça se saura, tout se sait et ça se sent aussi, tu vois. Ça se sent totalement. Sur l'approche, sur l'attitude justement dont on parlait, les compétences. Tu sens que si tu challenges un peu, il y aura un peu moins de répondants, quoi. Tellement d'accord avec ce que tu viens de dire. Je suis vraiment pas fan personnellement du fameux fake it until you make it, tu vois. Pour moi, ça a aucun sens de faire ça. Clé numéro 6. Yes. Dans la continuité de ce qu'on vient de dire, pour moi, de privilégier le format vidéo et que quand en fait on arrive à se montrer en vidéo, particulièrement quand on partage les coulisses, quand on montre l'exemple dans ce dont tu viens nous parler, ça aide énormément à créer un lien avec une communauté parce qu'ils nous voient, ils voient notre attitude, ils voient notre non-verbal et du coup, il y a ce lien qui crée et c'est beaucoup plus facile d'engager avec quelqu'un qu'on voit et qu'on a l'impression, entre guillemets, de connaître qu'avec quelqu'un dont on ne fait que lire les textes et voir quelques photos de loin, quoi. Ouais, c'est pas simple. Hein. C'est pas simple. C'est pas simple. Moi, j'ai beaucoup de mal encore, par exemple, tu vois, j'ai jamais fait de vidéo YouTube. Je fais assez peu de facecam, si ce n'est les stories. Mais effectivement, je me rends compte de l'impact que ça a parce que tu suscites beaucoup plus d'interactions. Parce qu'en fait, là, tu te montres, il n'y a pas vraiment d'artifice. Alors, si ce n'est les filtres, si tu as envie de mettre des filtres, mais tu as beaucoup moins d'artifice puisque c'est des contenus aussi potentiellement qui sont un peu plus spontanés, sauf si tu fais des vidéos bien montées, etc. Donc, ouais, je pense que ça, par exemple, tu vois, typiquement, moi, c'est une clé que j'ai envie de développer, que j'ai un peu moins développé au démarrage. Mais il y a un truc, c'est, tu vas te connaître ses forces. Moi, je savais que j'allais passer beaucoup trop de temps à tester, à galérer un peu en vidéo. Je me suis dit, ok, je commence d'abord par ça. Et il y a un truc intéressant, c'est brique par brique, tu vois. Au début, par exemple, le podcast, il n'y avait que le podcast. Pendant presque 9 mois, j'ai fait que de podcast. Il n'y avait pas d'Instagram, il n'y avait pas de TikTok, de Twitter, il n'y avait quasiment pas de newsletter, etc. Mon seul objectif, c'était de me dire, ok, je fais un contenu, mais je le fais bien. Et ne pas s'éparpiller et de faire les choses à moitié. Une fois que j'ai bien compris ça, je passe à autre chose. Et c'est ce qui est passé avec Instagram, tu vois. J'avais validé, consolidé tout ce que je faisais avant et je me suis dit, ok, nouveau challenge, je me mets sur Instagram, j'essaie de comprendre. Et là, tu vois, je me lance pas sur TikTok ou ailleurs. Je me dis, ok, là, j'ai envie de comprendre pendant 6 mois. Sur TikTok. Alexis, sur TikTok. Tu parles, je me refuse d'installer cette application, je sens que je vais y passer beaucoup trop de temps sinon. C'est un trou dans l'univers, ce truc-là. Surtout, ne le télécharge pas, tu vas perdre 3 heures par jour, tu vas pas comprendre où elles sont passées. Voilà, donc voilà, tu n'as même pas besoin de me convaincre de le télécharger, je ne téléchargerai jamais cette application. Je pense que la vidéo, c'est un vrai sujet pour engager, pour encore une fois montrer ton attitude, montrer aussi les coulisses et tout, c'est un format qui fonctionne bien en vrai, on le sait, tu vois. Je pense que c'est un vrai accélérateur. Après, je dis pas que c'est obligatoire pour réussir, parce qu'il y a plein de personnes qui ont fait le choix de jamais se montrer pour des questions de conviction, pour des questions de religion, pour des questions de vie privée ou de choses comme ça, et ça marche très bien pour elles. Donc c'est pas une obligation, mais pour moi ça va accélérer les résultats, le fait d'accepter de se montrer en vidéo. Et très honnêtement, moi je suis très à la wall again, tu vois, c'est système D, ma vie, mon business et tout. Quand je fais des vidéos, je m'en fous en fait que je bafouille, que je fasse de la merde, que ce soit pas bien éclairé, pas bien filmé mes stories, mais genre c'est les pires stories du monde, tu vois. Et en fait, je pense qu'il se passe jamais rien de grave et que c'est très facile de sauter le pas, faut juste dédramatiser la chose, quoi. Bien sûr, et si les gens sont pas intéressés, on va pas recevoir des lettres de menaces, ils vont juste pas regarder le contenu, quoi. Enfin, fin de l'histoire en fait. Hein. Y a pas, enfin, tu vois, c'est pas plus compliqué que ça. Hein. Personne n'a jamais coulé son business en faisant une story ratée, hein, on est d'accord. Non mais il faut le dire. Oui, c'est vrai.
Puis au pire, ça disparaît au bout de 24 heures. Exactement. Et au pire du pire, tu la supprimes, tu sais. En fait, on sous-estime beaucoup ce qui va vraiment se passer. On est incapable d'anticiper. On a beau faire toutes les projections possibles, on est incapable d'anticiper ce qui va se passer à 3, 4, 5 ans. En vrai, notre cerveau est juste pas câblé comme ça. Tu vois, je suis capable de dire ce que je vais faire dans 10 minutes, ce que je vais faire dans la semaine, ce que je vais faire au trimestre, ce que je vais faire à l'année. Déjà, c'est compliqué. Alors, imagine sur 3 ans. Moi, il y a 4 ans, j'étais sur les bancs de l'école. 4 ans après, on se retrouve à discuter tous les deux. Je viens de sortir un livre. Un bouquin, ouais. Genre, jamais j'aurais pu te dire oui, je suis freelance et j'ai écrit un livre, je vais écrire un livre dans 4 ans, tu vois. Donc, en fait, c'est juste, tu vois, petit pas. Tu as lancé cette story-là, tu t'es amélioré, tu as pris confiance et 2 ans après, en fait, c'est inclus presque dans tes routines et ça fait partie aussi de ta personnalité, de la personnalité de la communauté, etc., tu vois. Il y a toute cette grande mode dans le freelancing de dire qu'il faut avoir une vision à 5 ans, à 10 ans, à long terme, etc. On peut avoir une vision et des envies. Ma vision que j'avais il y a 4 ans, c'est certainement pas celle où je suis aujourd'hui. Et la vision que j'ai de moi dans 4 ans aujourd'hui, peut-être que dans 4 ans, rendez-vous en 2025, du coup maintenant, je serai certainement pas au même endroit qu'aujourd'hui je projette, quoi. Ta vision est juste une projection de... En fait, elle doit te donner une direction, elle doit te donner une intention. Mais une grande vision est rien si t'as pas des objectifs, si t'as pas des actions que tu veux mettre en place. Et je te souhaite dans 4 ans de te dire, en fait, mes objectifs, ils ont changé. C'est encore une fois l'énorme kiff d'être freelance et d'être indépendant, c'est que tu maîtrises les règles du jeu. Pour le coup, les règles, c'est pas les règles d'une société / entreprise qui te dit, voilà, en fait, pour bien travailler, il faut faire ça, ça, ça. Et puis, tu seras bien récompensé parce que tu vas devenir manager, tu vas monter tes échelons. Il n'y a pas ce jeu-là, en fait, chez nous. Donc, je te souhaite d'avoir des nouveaux objectifs dans 4 ans et qu'ils aient évolué. Enfin, c'est presque le plus grisant, quoi, tu vois. On a fini avec nos 6 clés. J'ai l'impression qu'on a fait quand même une très, très grosse repasse sur à peu près toutes les notions qui peuvent être intégrées dans ce qu'est une communauté engagée, comment construire une, même si je suis sûre qu'il y a des aspects qu'on n'a pas eu le temps de traiter. Est-ce que toi, tu verrais quelque chose qu'on aurait oublié de dire qui te paraît hyper important ? Ne pas trop intellectualiser la démarche et juste se lancer, en fait. Commencer petit, ne pas avoir des grandes ambitions, ne pas toujours répliquer ce que font des grosses communautés ou des gros créateurs. Mais en fait, quand on voit des gros créateurs, des influenceurs, etc., essayer d'aller regarder comment est-ce qu'ils étaient il y a 4 ans. Et moi, je me souviens toujours de Casey Neistat, qui est un gros vlogueur américain qui fait aujourd'hui des millions et des millions de vues. Si on va regarder en 2007, quand il commence ses vidéos, c'était pas du tout la même chose. Et donc il faut aussi dédramatiser ça, parce qu'aujourd'hui effectivement les algorithmes ne montrent que les choses qui fonctionnent, qui ont beaucoup d'engagement, avec des gens qui sont là potentiellement depuis longtemps dans le jeu, tu vois. Je trouve que faut dédramatiser ça, regarder un peu aussi ce qui se passait au tout démarrage, comment est-ce que ça se passait, et il n'y avait pas autant d'interaction, et juste se lancer sans se mettre une grosse pression et sans se mettre des gros objectifs, mais de se dire ok, je mets juste un pas après l'autre et je teste des choses, et surtout vraiment je crée la conversation, quoi. On en revient toujours à la même chose, mais effectivement c'est à nous de créer la conversation et à nous de créer l'engagement, et c'est pas les autres qui vont venir s'engager chez nous, quoi. Plus 1000. Ouais, on termine sur cette bonne note. Juste pour reparler un petit peu de ton livre, est-ce que tu as envie de nous en dire un petit peu plus sur le projet, sur le message que tu avais envie de véhiculer avec, etc. Sur la 4e de couverture, j'ai passé beaucoup de temps à me dire qu'est-ce que je peux écrire sur une 4e de couverture. Ce qui est d'ailleurs extrêmement difficile. C'est presque plus dur que d'écrire le livre. Non, peut-être pas quand même, mais on n'est pas loin. Mais je dirais que sur ce livre-là, il y a 4 gros sujets qui est en gros, je parle beaucoup de la méthode de 90 jours, et je suis convaincu qu'en 90 jours, on peut faire décoller son activité. Quand je parle de décoller, c'est pas de gagner 10 000 €, d'être à Bali au bord d'une piscine, mais c'est de passer de 0 à j'ai un revenu et j'arrive à en vivre. En tout cas, j'atteins mes objectifs. Et pour ça, tout le livre, le fil rouge, il y a 4 grands piliers en freelance que j'aborde de manière plus profonde, qui sont développer des compétences rares et utiles. Comment est-ce que on essaye de comprendre quelles sont nos compétences actuelles, qu'est-ce que je peux développer, augmenter sa jauge de crédibilité, pourquoi est-ce que c'est important, comment est-ce qu'on l'augmente, et par quoi est-ce qu'il faut passer. Il y a le sujet du réseau, comment est-ce qu'on se crée un réseau et des partenaires stratégiques sur lesquels on va pouvoir s'appuyer, des alliés. J'aime bien parler d'alliés. Et puis le dernier sujet qui est en fait, comment est-ce que j'apprends à me vendre,
parce que c'est pas simple pour tout le monde. Et souvent, tu sais, c'est ouais, mais moi j'ai peur de me vendre, j'ai pas envie de trahir mes valeurs, j'ai pas envie d'être un vendeur de tapis, etc. J'ai rien contre les vendeurs de tapis, attention. Mais il y a ce gros sujet où j'ai essayé au maximum de démystifier la vente avec à la fois des méthodes que moi j'ai utilisées et je suis pas un vendeur né et des choses très concrètes et très applicables. Donc l'idée, c'est que j'ai vraiment mis un condensé de tout ce que j'ai pu apprendre sur le freelancing, et c'est pas juste une redite du podcast, sinon ça m'aurait pas pris 12 mois et des centaines d'heures de travail dessus. Il y a vraiment du contenu qui est complètement nouveau, avec des méthodes et des concepts complètement nouveaux. Donc j'invite tes auditeurs et tes auditrices à découvrir ce livre. Je mettrai d'ailleurs évidemment le lien de ton podcast, le lien de ton Instagram pour ceux qui veulent aller te suivre, etc. dans la description de l'épisode. Merci beaucoup en tout cas Aline pour cet échange, c'était super chouette. Je suis ravi d'avoir enfin pu échanger avec toi sur le podcast. Mais tout pareil, merci de ton temps. En plein lancement, je sais que c'est précieux. Tu as gratté une heure de sommeil pour nous, j'en suis sûre. Merci de ta générosité, puis on va continuer à suivre tes aventures de très près. Je te souhaite une belle aventure, ciao. Merci, bye. Et voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a plu autant que moi j'ai kiffé l'enregistrer. J'aime vraiment beaucoup Alexis, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Donc encore une fois, je mettrai tous les liens qu'on a cités dans cet épisode, c'est-à-dire son podcast, son livre et son site internet pour voir la petite tête qui bouge de votre côté. N'hésitez pas à aller lui faire un coucou sur Instagram ou un coucou à moi sur Instagram pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez, et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde!